podcast. Majesté, avez-vous eu à dominer, comme votre père, cet atroce sentiment de solitude et de résignation? Et jamais, ni lui ni moi, n'avons senti la solitude parce que nous touchions une colonne, que nous marchions sur la terre, que nous mettions la main dans un bassin, nous sentons le pouls de ce pays qui est là, qui est avec nous. Et nous battons avec lui. Et nous n'avons jamais eu la solitude. On peut gouverner seul? Jamais. Jamais, vraiment? Jamais. Jamais. Vous pouvez régner seul, mais vous ne pouvez pas gouverner seul. Mais par nature, êtes-vous tendre? Je pense un peu trop. Je crois que j'ai hérité de mon père, de sa bonté. Je ne pense pas être méchant. Je suis coléreux. Parce que vous dites que ce sont les coupables qui doivent être châtiés, et d'abord, parmi eux, ceux qui devraient donner l'exemple de la probité, de l'intégrité. Vous tenez beaucoup compte de ces mots, et vous leur accordez la véritable importance. Oui, parce que, voyez-vous, M. Chancel, je mets pour moi, pour traduire en français, je mets donc la res publica, donc la République. Je mets donc la chose publique au-dessus de tout. Mais que on me trompe concernant une chose dont on voit que matin et soir, je la couve, je la mets au-dessus de mes propres enfants. Et que on essaie, non pas de me trahir, mais à travers moi, de détourner un fleuve qui coule depuis plus de 1200 ans, et vouloir détourner ce fleuve de son cours d'eau naturel pour en faire de petites rivières, de petits ruisseaux, sans importance, sans débit, sans force, allant se perdre dans les méandres d'un désert pour ensuite ne déboucher sur rien. Ils sont en train de parler entre eux, de faire des choses ensemble, de faire un programme ensemble, dans la clandestinité. On est dans la clandestinité, mais on se connaît, parce qu'on se retrouve au lycée, on se retrouve au quartier, on se retrouve là et là. On avait des pseudonymes, il y a des cercles. Il ne faut pas qu'il dépasse 5 personnes. On faisait des réunions dans la nature, dans les bois, à la plage. Dans la plage, on baignait, mais on discutait la politique. Une façon de dribbler la police. Parfois, on marchait, comme 70 amis qui marchent dans un grand boulevard, mais en même temps, on parlait. On était dans la clandestinité, on ne va pas aller dans un café et dire alors, le programme d'aujourd'hui, de quoi? C'est pas comme ça. Dans la clandestinité, c'est même ta famille pour qu'ils ne savent rien sur toi. Les copains m'ont dit écoute, toi tu es nouveau, tu n'es pas encore connu, tu prends un pseudonyme. Et j'ai pris le pseudonyme de Abdelkrim Dofari. La plupart parmi nous avaient une activité normale au sein de la société. Moi-même, j'étais ingénieur, j'étais même chef de service, mais personne ne savait. Abdelatif m'a dit à plusieurs reprises que la police connaissait mieux l'organisation que les membres de l'organisation eux-mêmes. Dans une première phase, les dirigeants n'étaient pas connus. Donc on pouvait faire des réunions et vivre notre vie normale. Et la ville. Parce que nous sommes restés face à face,
La ville rigolait, la ville pissait, la ville se mordait les doigts, la ville demandait mon âge. Je répondais par une migale. Tu sais, la rue, ce chancre, les dégueulades à 1h du matin, les tracts, les zigotos, ça me sort par le bout des ongles. Retourne à Barded avec tes vases, la canicule de tes nombrils. Comment m'amputer des girouettes d'eau si je décante ? Prosélyte décante, main sans doigt, main de Fatma, main... Mon autre citadelle, main de sang, queue de rat. Terreur. Je décante, la foule décante, se coupe les orteils. Voilà que je deviens Chergui. Main lune, main verte qui va là. Main bégonia, ma main qui ne sait plus voyager. Main sans ongles. Fatale. Ma main. Vous voyez, notre peuple, il a l'habitude de prendre les armes, d'utiliser l'arme. Avant, ça veut dire avant l'invasion marocaine, notre l'aile militaire, notre l'aile armée n'était pas beaucoup. Peut-être à partir de 1000 personnes comme ça. Mais actuellement, le peuple sahraoui, la plupart du peuple sahraoui porte l'arme maintenant comme un soldat des Front populaire. À un certain moment, qui correspond à la politisation de la revue, il va y avoir effectivement un parallèle qui est établi entre la question palestinienne et la question sahraoui. Les militants sahraouis qui ont écrit ce texte. Mais ça doit être Al-Wali et Mustafa Saïd qui a écrit ça. Donc en 1971, il faut mener la révolution du Sahara occidental à la Palestine ou de la Palestine au Sahara occidental. Je pense que c'est de la Palestine au Sahara occidental. Et donc il faut contextualiser, me semble-t-il, les choses. Palestine jadida al ard al-Sahara, cela voulait dire que, bien sûr, il y avait une colonie, c'est une colonie espagnole, qu'il fallait la libérer. Le Polisario a été créé en 1974, je crois. Avant, il s'appelait le Mouvement de libération sahraoui. Et il publiait un journal qui s'appelait Notre Sahara. Louali, qui est le premier président du Polisario, et qui était étudiant à la fac de lettres de Rabat. À l'époque, il était membre de l'USFP, l'Union sociale des forces populaires, c'est le parti de gauche au Maroc. Et bien sûr, Wali Mustafa Saïd et les autres avaient un lien avec les institutions de gauche, donc du mouvement marxiste-léniniste marocain. Et donc là, c'est là, je pense, qu'ils ont publié ce texte. Palestine jadida al ard al-Sahara. Pour signifier qu'il fallait se mobiliser pour libérer le Sahara de la colonisation espagnole. Le Sahara occidental, fait colonial, est en train de devenir fait impérialiste. Palestine ou Sahara occidental ne peuvent attendre le salut commun que des millions de fédayines que seront tous les Arabes, du Golfe à l'Atlantique. Une même solution pour détruire tous les Israël. Nous savons pertinemment que certains bourgeois félons armés de pseudo-concepts marxistes rétorqueront que nous manquons de réalisme, sans s'attarder que nous sommes heureux de manquer de cet opium de lapin peureux, rongeant leurs carottes de coexistence pacifique en aspirant au nirvana. Attelons-nous à la tâche de ceux qui osent vaincre et lançons en peu de mots l'appel qui libérera chaque pouce de notre grande patrie en libérant tous les travailleurs arabes. Un front commun arabe, de Palestine au Sahara occidental. Pour les progressistes ou révolutionnaires en parole, rappelons ce mot du peuple. La langue ne contient pas d'os. Il est allé à plusieurs reprises demander au gouvernement marocain de les aider
à chasser les Espagnols. Et à l'époque, il n'a pas eu de réponse satisfaisante. Il est parti en Libye. Il a eu le soutien de ces gouvernements-là. Il parlait de la lutte anticolonialiste, anti-espagnole. Et il y avait cette idée que la libération du Sahara de l'occupation espagnole devait aller de pair avec ce qu'ils appelaient, à l'époque, la reconstruction de l'unité entre le peuple marocain et les masses sahraouis sur une base nationale et démocratique. Quand il y a eu la guerre entre le régime marocain et le Front Polisario, il même a été peut-être la seule organisation politique à soutenir le droit des Sahraouis à l'autodétermination. J'ajoute à cela, c'est Hassan II qui l'a dit, que mettre en cause la marocanité du Sahara, c'est, comme il l'a dit, je le cite, remettre en cause 13 siècles d'histoire. Bon, depuis on en a rajouté un, on dit 14 siècles, mais ça fait rien. Et c'est vrai, nous remettons en cause 14 siècles de l'histoire officielle du Maroc, qui est celle d'une continuité des empires marocains, de Idriss Ier à Hassan II. Et ça, nous la remettons en cause dans son essence même, samim, comme on dit en arabe, dans son noyau constitutif. Nous disons que l'histoire du Maroc, c'est l'histoire essentiellement de 4000 années, et non pas de 14 siècles. Cela a divisé déjà les mouvements marxistes-léninistes qui opéraient dans la revue Souffle, puisque c'est le mouvement du 23 mars. Eux vont émettre des réserves, ils ne vont pas se prononcer de cette manière sur la question du Sahara occidental. Donc déjà, il y a une sorte de scission au sein des militants de la revue. Au début, c'était dans un cadre un petit peu stratégique particulier. Ce qu'on appelait la thèse de la révolution dans l'Occident arabe. C'est-à-dire que le Maroc et le Sahara et la Mauritanie, c'est ce qu'on appellerait l'Occident arabe, l'Occident du monde arabe. Que c'était un terrain stratégique pour une transformation révolutionnaire qui permettrait l'autodétermination des Sahraouis et qui permettrait l'unité du Maghreb. Mais aussi d'abattre les frontières, en fait. C'est-à-dire d'unifier le Maghreb. La question, est-ce que c'était pas aussi que vous êtes quand même resté assez isolé dans la nation et que vous étiez demeuré des groupuscules? Bon, là, on peut discuter le terme groupuscule et la notion de nation. Par rapport aux forces politiques légales au Maroc, celles qui tiennent le haut du pavé, notamment quand un journaliste qui ne connaît pas l'arabe en plus va enquêter au Maroc, apparemment, il représente l'opinion publique marocaine. Bon, et c'est vrai que nous étions tout à fait isolés par rapport à ces forces politiques, en particulier sur la question du Sahara. Ça, c'est tout à fait vrai. Et nous le savions. Bon, et nous avons pris nos responsabilités. Cela dit, dans les milieux où nous avions travaillé, dans le début des années 70, c'est-à-dire la jeunesse scolarisée, en général, la confiance est restée vis-à-vis de notre organisation, et y compris sur ces thèses sur le Sahara, ce qui n'est pas négligeable. La Révolution défend et sauvegarde la poésie. Sans la Révolution, sans le triomphe de la Révolution, la poésie mourra, la parole humaine s'éteindra. Une poésie qui n'épouse pas la cause révolutionnaire des peuples combattants est fondamentalement une opération de suicide. Non seulement elle creuse sa propre tombe, mais elle contribue objectivement aux côtés des forces impérialistes de destruction, à la répression, puis à l'exécution de la parole, du souffle humain. C'est la question sahraoui qui va vraiment mener à la répression contre la revue. Depuis toujours, il y avait des arrestations. Depuis 1957, un an après l'indépendance, entre guillemets, toujours des arrestations massives. Ils ne sont jamais arrêtés. Et ça a commencé très tôt au Maroc.
Il y avait les gens qui ont été arrêtés dans le soi-disant complot de 1963, un complot contre le régime. Il y avait des milliers qui ont été arrêtés en 1963. Depuis début des années 60, c'est vraiment des exactions, c'est-à-dire horribles. La répression, elle vient du fait que il n'y avait aucune issue de la part du régime pour s'ouvrir à toutes les crises, parce que les crises sociales et tout ça, elles n'ont fait évidemment qu'augmenter. Surtout évidemment avec la poussée démographique, avec l'exode rural. Donc plus il y avait cette pression, cette demande qui n'était pas satisfaite, plus forcément le régime réagissait violemment face à tout mouvement de contestation qui, selon lui, pouvait effectivement dégénérer. Le roi Hassan II du Maroc est mort il y a un quart d'heure. Il a été la victime d'un coup d'état militaire. Il a été tué à coups de mitraillette dans son palais. La République a été proclamée et la radio diffuse sans arrêt de la musique militaire et des messages du genre « Le roi est mort, vive la République ». Cet après-midi, les forces armées nationales, après avoir anéanti la féodalité, ont pris le pouvoir au nom du peuple. Marocains, Marocaines, restez vigilants, n'écoutez pas les ordres anti-révolutionnaires et anti-populaires. À compter d'aujourd'hui, 10 juillet, toutes les responsabilités sont déférées aux autorités militaires locales. Vive la République! Les portes du palais royal ont été fermées et des soldats, les armes à la main, commencent à occuper certaines rues de la capitale. Le colonel Gabou qui s'est monté sur le capot d'un berlier, puis il a dit « Écoutez les enfants, écoutez, le roi est en danger, tirez, vive le roi, allez, tirez, en avant !» Il y a eu des coups de feu qui ont été tirés. Beaucoup de gens ont eu l'impression que ces coups de feu, c'était un feu d'artifice. Sa Majesté s'est conduit avec un flegme et aussi flegmatique et aussi extraordinaire que pouvait l'être le général de Gaulle. Il a dit aux gens, ne vous affolez pas et ne poussez pas comme ça, calmez-vous, ça se passera. Il y a une trentaine de morts parmi les invités de la réception du roi Hassan II. Il y a eu des cadets, des élèves officiers de cette école d'Akher Momo, et un millier, conduit bien sûr par leurs officiers. Qui a fait tout un bataillon qui est parti du Petit Atlas jusqu'à Srirat. Débouchant sur ce palais de Srirat où il y avait une orgie. Et personne ne les a arrêtés, parce qu'ils ne savaient pas. Parce qu'eux croient qu'ils vont aller, parce que c'est la fête, l'anniversaire de Hassan II. Quand je montais des choses incroyables sur les fêtes de Hassan II, Srirat. Alors là, c'est... Imagine tout le gouvernement, enfin les ministres, tout le gouvernement avec des sacs où qui amenaient la course. Tu vois, qui amenaient la course, où Moula Abdullah. Mais il avait une cravache à la main. اللي كيبغي يفوتو كيعطيه الوجه كيخصو يلحقو الاول حسن II déguisé en capitaine. Il avait la conscience d'être le capitaine d'un bateau qui était au Maroc, même s'il était en perdition. Et lui était en dehors des amusements. À l'époque, le grand garde du corps, le chef des gardes du corps, Kanoua Boudris. Il était déguisé en nurse anglaise. Dès la blouse, ou une layette ou harmonica, déguisé en femme.
il était bien sûr moustachu. Il connaissait son rôle par cœur. Il recevait au minimum 50 œufs dans la gueule. تكيولي داكشي وما عندوش الحق يمسح. لا خص داكشي يبقى ديغولينو. Il y avait un cynisme terrible. Et tout ça parce qu'il s'amuse. Mais Romain, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais personne n'a le droit de toucher le roi. Une orgie, quand le peuple meurt de faim et que ces gens-là sont originaires des régions où le peuple meurt encore plus de faim. Alors ils sont devenus foudrages. Ils ont fait coucher tout le monde. Ce matin, on y voit plus clair et l'on peut dire que c'est un échec complet. Le roi Hassan II n'a pas été tué, ni même blessé, comme on l'avait cru d'abord. C'est une tentative un peu désespérée à laquelle ceux-là même qui l'ont conçue ne semblaient pas croire et ont regretté de l'avoir réalisée. Un commentateur de la radio libyenne a annoncé que ce qui s'était passé à Rabat n'était pas une aventure qui avait échoué ou une conspiration perfide, mais bel et bien une révolution arabe authentique et courageuse. Le roi a ajouté en manière de boutade « La Libye, je m'en fous royalement, car aujourd'hui je suis plus roi qu'hier ». Vers 4 heures du matin, des dispositifs spéciaux ont été mis en place. Le calme n'est pas entièrement revenu. On entend des tirs sporadiques. Il y avait très peu de monde hier soir dans les rues de Rabat, vers 10 heures par exemple, alors que généralement les gens se promènent dans la rue à cette époque, parce qu'il fait chaud, et bien il n'y avait personne. Le samedi, ça s'est passé le samedi dans l'après-midi, on a commencé à le savoir vers la fin de l'après-midi à 7 heures. Les rues étaient désertes, à part quelques tout petits groupes qui ont manifesté en arrachant des portraits de Hassan II. Et le lendemain matin, dimanche, en fait, les rues de Rabat étaient noires de monde. Silencieux, totalement silencieux. Et il y avait comme une atmosphère de deuil et comme quelque chose de très lourd qui pesait sur nous tous ce matin-là, qui était l'échec du coup d'État. Des patrouilles, des chars, des automitrailleuses étaient là, et la ville, ce matin, est en état de siège, pratiquement. C'est une mise en garde contre l'agitation, les agitateurs, les agents, les provocateurs. Il est évident que le Maroc est une nation en état de vigilance à l'égard notamment de toute une agitation qui va bien au-delà du communisme, qui va jusqu'au gauchisme. Pourquoi ? Parce que, bien que tout soit fini, du moins officiellement, on continue d'attendre. 10 chefs du complot, attachés les uns à côté des autres, à 10 mètres l'un de l'autre, dégradés, font face au peloton d'exécution. Ils crient « Vive le roi !» Quoi ? Et les blessures qui s'éprennent d'exil ? Quoi ? Et un soleil malade qui fout le camp ? Quoi ? Et des étoiles qui ne se montrent plus ? Quoi ? Et la route ? Elle est encore longue, la route. Un corbeau noir tourne. Tourne. Abandonnée, la ville. Des cadavres, rien que des cadavres. Et qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte, cette histoire ? C'est-à-dire que si on regarde avec le recul, on voit que Hassan II était quasiment, selon lui, selon ses propres dires d'ailleurs, obligé de mener une politique comme ça pour asseoir un pouvoir qui était branlant. Parce que finalement, la monarchie s'était retrouvée un petit peu face à ses propres éléments qui ont voulu faire les putschs. À l'instant, un nouveau télégramme en provenance de Rabat, un télégramme laconique d'une phrase, je vous la lis. Des avions de chasse tirent dans le ciel de Rabat.
j'apprends qu'il y aurait plusieurs morts et un certain nombre de blessés sur l'aérodrome de Rabat-Salé. Le roi du Maroc était à la hauteur de Tétouan quand brutalement un ou plusieurs des 4 chasseurs de l'armée royale qui venaient de le saluer et qui devaient lui faire escorte l'ont attaqué. D'abord une rafale à la mitrailleuse, puis une attaque à la roquette. Le roi s'en tire, il y a des morts dans l'avion, mais le Boeing atterrit tout de même quelques minutes plus tard à Rabat-Salé. L'étonnement est considérable au Maroc ce soir. Tout est allé très vite. Comment ? 13 mois après la tragédie de Srirat, comment une nouvelle révolte larvée peut exploser au sein des forces armées royales marocaines ? Comment peut-on comprendre que l'homme de confiance du roi, le patron des armées, puisse trahir son souverain et son pays ? Pourquoi le suicide du général Oufkir ? Suicide ou exécution ? Ici, c'est le silence de plomb du côté officiel. Tout ce que l'on sait, et il faut y revenir, c'est le ton employé par les Libyens. Je vous rappelle que ces derniers n'hésitent pas à dire « Vous, roi du Maroc, vous avez une fois de plus échappé à la mort. Prenez patience, ça viendra. » Serfati était persuadé, après les 2 tentatives de coup d'État, que le régime était aux abois. Il considérait que les tentatives de coup d'État étaient l'expression de contradictions au sein du régime. Et donc c'est un signe de faiblesse. Qu'il fallait une étincelle quelque part et tout va exploser. Momentanément, il n'était pas une menace directe, mais peut-être par la suite ça pouvait l'être. D'autant plus qu'ils étaient des gens qui disaient que seule la lutte armée ou l'insurrection pouvait permettre la transformation révolutionnaire au Maroc. C'est-à-dire on pouvait abattre le régime marocain que par la violence révolutionnaire. Alors, votre organisation Hilal Hammam, que vous fondez avec le poète Abdelatif Lahabi, oui. Est-ce que vous preniez la lutte armée ? Ah oui. Mais la différence avec les idées qui dominaient à l'époque dans les mouvements d'extrême gauche en général dans le monde, c'est que nous prenions la lutte armée, et nous la prenons toujours, comme couronnement d'une action politique et d'une organisation politique des masses populaires. Et pas comme point de départ de cette action. À l'époque, ce qui dominait, c'était notamment les exemples d'Amérique latine et la fameuse théorie du Foucault de Régis Debray, c'est-à-dire on commence par la lutte armée et on gagne le peuple comme ça. Et nous disions le contraire, nous disions qu'il faut faire le travail politique dans le peuple, organiser politiquement le peuple, et que pour briser les structures politiques marocaines d'oppression, il faudrait en finale aboutir à les briser militairement, c'est-à-dire par la lutte armée du peuple. Et nous le disons toujours d'ailleurs. Donc il fallait d'abord créer le parti et l'organisation du prolétariat. C'est le parti du prolétariat qui devait commencer à organiser la lutte armée. Ça ne voulait pas dire qu'il fallait commencer la lutte armée. Mais chez la violence, c'est pas une violence, c'est une violence stratégiquement contrôlée, orientée. Et c'est surtout une violence de masse, une violence révolutionnaire. Donc ça commence par des manifestations, puis des affrontements avec la police, puis ça ira par la suite vers ce qu'on appelle les bases rouges, etc. J'exige l'arrêt immédiat de cette nuit cauchemardesque, l'arrêt immédiat de cette indigestion, de ces vomissements. Et pour cette charogne cafardeuse bourrée de verglas, des lauriers, des cygis de tous les océans. J'exige le suicide inconditionnel de ces fêtes césariennes tissées de nos nerfs et ces anniversaires. J'exige une voix pour mes cris. Sinon,
je cesse d'être poète. Mais bon, on pourrait bien sûr se poser la question sur la faisabilité de la chose. Mais je ne pourrais pas dire que cette hypothèse stratégique est fausse. D'autant plus qu'ils n'étaient pas les seuls. C'est-à-dire que l'aile radicale de l'UNFP, l'Union nationale des forces populaires, aussi envisageait la violence révolutionnaire, mais dans un autre type, dans une autre orientation. De Basri, du Free Basri, etc. Lui, il veut, par un coup d'État, faire la révolution. Des attentats qui devaient avoir lieu ici à Rabat, mais qui ont été déjoués. Opération de ratissage au Maroc dans la région de l'Atlas. 3 membres d'un groupe armé ont été tués et 11 faits prisonniers. Le ministère marocain de l'Intérieur affirme que cette bande est armée par la Libye et a franchi les frontières marocaines ces derniers temps. Il y a 2 semaines, ce serait ce même groupe qui aurait attaqué un poste isolé dans le Moyen Atlas. Et à la suite de cette action, plusieurs personnes avaient été arrêtées, notamment un leader politique, membre du mouvement de gauche Union nationale des forces populaires. Et puis, une insurrection au niveau de Khénifra, et puis dans d'autres parties de l'Atlas marocain, qui se sont terminées par la répression et des arrestations incroyables. Des milliers, je dis bien des milliers, qui ont été arrêtés. Au Maroc, une quarantaine de personnes au total ont été arrêtées pour avoir participé à une organisation clandestine. Elles seront déférées devant les tribunaux militaires. Après la suspension par le gouvernement de l'UNFP, branche de Rabat, il ne reste plus au Maroc que 2 partis d'opposition, l'UNFP, branche Casablanca, et l'Istiklal. On ne pouvait renverser ce régime que par la violence. Et malheureusement, nous aussi, on a dit non, c'était blanquiste, il ne faut pas faire ça. C'est une révolution qui se fait d'en haut. Quand ces tentatives ont échoué, c'est de l'aile radicale, et que Hassan II et l'UNFP sont arrivés à un compromis qui allait ouvrir ce qu'on allait appeler par la suite, entre guillemets, je mets entre guillemets, n'oublie pas de les mettre les guillemets, ce qu'on a appelé le procédé démocratique, c'est-à-dire la revivification de la façade démocratique du régime. Donc il y a eu un compromis entre Hassan II et l'UNFP et le PPLS, qui deviendra le PPS par la suite. On voulait pas plus. On savait qu'on pouvait pas plus. La preuve. Parce qu'ils sont toujours là en plus. Les seules organisations qui étaient contre, qui étaient à l'extérieur de ce nouveau consensus, qui étaient liées à la question du Sahara, c'était les organisations du mouvement marxiste-léniniste, et notamment même qui avait la position la plus radicale. Et donc il fallait, pour que ce consensus marche, éradiquer, déraciner toutes les organisations révolutionnaires. Mais bien sûr, on a inventé par la suite cette idée du Sahara, c'est le Sahara qui a... Bon, c'est pas ça, c'est la lutte des classes. Non. Personne ne chanterait au soir des combats. Quiconque chanterait au soir des combats se ferait lapider par la foule parce que sa voix tomberait comme la mauvaise pluie. Aujourd'hui, on a perdu le secret des montagnes. On ne sait plus chanter. On crie seulement. On n'a plus besoin des pommes d'or. Un pain de seigle suffirait. Qui donnerait le pain de seigle? Qui donnerait la goutte d'eau qui ferait vivre la terre 1000 ans? Qui ferait travailler le soc des charrues? Qui arrêterait la mort des hommes? On meurt plus aujourd'hui de la maladie inconnue, mais seulement d'avoir parlé, d'avoir dit, répété, qu'il y a au fond des bois un mur construit pour la mort des hommes.
Qui détruirait le mur? Vous savez tous que la parole ne suffit pas. Même la parole qu'on grave sur la pierre ou le bronze, il arrive que le vent l'efface, qu'un nuage la voile, ou que la nuit l'étouffe parmi les monstres des cachots. C'était Il dévorait la ville en imagination, épisode 5, Qui détruirait le mur? Avec par ordre d'apparition, Hassan II, Ahmed Bouraba, Jamal Belakhdar, Amin Abdelhamid, El Wali Mustafa Sayed, Olivia Harrison, Abdellatif Zerwel, Abraham Serfati, Mohamed Jibril, Ahmed Bouanani, Zakia Daoud, Abdelkader Lakta'a. Les textes sont extraits de la revue Souffle. Ils sont interprétés par Yasmine Bouja, Louisa Chasse, Boutaina El-Fekak et Sophia Hadi. À la création sonore, Nicolas Makoumi, Guillaume Solignat au mixage. Produit à l'INA par Laetitia Fourmont, Sophie Heria et Delphine Lambard. Écrit et réalisé par Ella Bellone.